Bonjour Gilles Casanova, qui Bonjour, nous fait le plaisir de passer sur notre matinale. Comment vas-tu? fort bien, merci. C'est une matinale, j'espère que... Bon, eh bien, nous sommes ravis de t'avoir ici sur notre matinale pour commenter l'actualité politique et internationale. On a abordé, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, le fait qu'il y a eu ce week-end deux menaces terroristes, une à Poitiers et une contre le siège de la DGSI, donc qui ont été déjouées avant que les terroristes apparemment en herbe à Poitiers, un peu plus sérieux sur la DGSI, aient pu se mettre en œuvre. Et on a fait le parallèle avec ce qui se passe en Syrie, car on a l'impression qu'on est frappé par une folie orwellienne avec la présentation des djihadistes d'Idlib, d'HTS et de leur chef Al-Julani comme une sorte de libérateur et quelqu'un qui va amener la paix, le bonheur, la démocratie en Syrie. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois cette sorte de propagande qui se met en place? Nous sommes dans un épisode de la nouvelle guerre froide qui se déroule comme la précédente, c'est-à-dire que dans un endroit du monde, l'un des acteurs, Russie ou États-Unis, jadis Union soviétique, mais c'était déjà la Russie, va intervenir pour affaiblir l'autre, qui va riposter de l'autre côté de l'hémisphère. Ou dans l'autre hémisphère d'ailleurs. Donc on est là en face d'un phénomène classique et habituel. Les Russes sont actuellement très impliqués en Ukraine. Donc les Américains décident de financer et d'armer massivement les adversaires d'un régime que la Russie a soutenu pour être présente au Moyen-Orient. Et donc, on voit qu'ils se sont mis à armer des gens qui sont proches de Daesh, plutôt Al-Nosra, mais enfin, c'est les mêmes secteurs d'activité et les mêmes secteurs, je dirais, politiques. Et les Russes ont tout de suite manœuvré très habilement à la manière russe. C'est-à-dire qu'ils se sont immédiatement retirés dès qu'ils ont vu qu'ils n'étaient plus en face des djihadistes habituels, mais qu'ils étaient en face d'un rideau de djihadistes devant une grande opération américaine avec de la CIA, avec des Ukrainiens, avec tout ce que les États-Unis de Joe Biden sont capables de déployer par leur complexe militaro-industriel. À partir du moment où ils ont vu que c'était cela, ils ont compris qu'ils n'allaient pas épuiser leurs forces sur un second front, alors qu'ils sont en train de gagner de manière tout à fait significative en Ukraine. Ils n'allaient pas s'épuiser là. Donc ils se sont tout à fait retirés. Et vous avez vu que la première victoire des djihadistes a lieu il y a une dizaine de jours dans une ville moyenne, et en 10 jours, ils prennent le pouvoir. Ça veut dire que, en réalité, ils n'ont rencontré aucune résistance. À partir du moment où les Russes ont vu que les Américains mettaient tout leur poids derrière ce groupe djihadiste particulièrement violent, particulièrement radical, et dont on va découvrir progressivement qu'ils ont libéré la Syrie, eh bien, alors, eux expliqueront assez vite qu'ils ont libéré le Bataclan il y a quelques années aussi. Hein. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et Donc, bien les justement, Russes tu as très se bien sont dit, retirés. Les Russes se sont retirés totalement pour les laisser entrer et laisser l'effet boomerang à l'Occident. mais c'est ça qui nous étonne un petit peu, car que bien sûr que les Russes et les Américains se fassent une guerre par proxy comme pendant la guerre froide, tu as parfaitement raison, ça continuera malheureusement, c'est comme ça. Mais là, c'est quand même un peu particulier parce que, tu as raison, c'est HTS descend d'Al-Nosra, descendant elle-même d'Al-Qaïda, et Al-Qaïda, c'est quand même le World Trade Center. C'est quand même
toute une série d'attentats, les attentats de Madrid, les attentats de Londres, et j'en passe et de pire, et puis le Bataclan. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, et ISIS, Daesh n'avait pas un appareil d'État. Là, on va avoir un groupe terroriste qui va avoir un califat, pour le coup, et donc à Damas. Et toi qui es spécialiste entre autres choses, sur les questions de sécurité, comment est-ce que ça accroît la menace terroriste pour nous à court terme ou à moyen terme? Considérablement. Ça accroît considérablement la menace terroriste parce que avoir une organisation, même solide, même financée, même armée, c'est une chose. Avoir un appareil d'État, ça n'a rien de commun. Même un appareil d'État pauvre est beaucoup plus puissant et beaucoup plus capable d'intervenir qu'une organisation indépendante très riche. Un appareil d'État, c'est tout un dispositif, c'est un moyen d'accès immédiat à toute une série de ressources qui vont permettre, s'ils choisissent la voie du terrorisme, dans laquelle ils étaient installés jusqu'ici, de jouer un rôle absolument fort, d'autant plus fort que pour l'instant, contrairement aux Iraniens, aucune sorte de ceinture de feu ne s'est installée autour d'eux pour dire ce sont des terroristes, ils sont affreux. La ceinture de feu, elle est autour de Vladimir Poutine, mais à ma connaissance, Poutine n'a fait ni le Bataclan, ni Charlie, ni aucun attentat en Occident, hein, mais c'est l'ennemi officiel. En fait, c'est celui qui permet au complexe militaro-industriel américain de développer massivement ses productions et de les écouler quand elles sont obsolètes. Vous avez vu les Canadiens qui ont interdit 340 armes d'assaut, considérant qu'elles sont hors de tout ce qui est acceptable moralement, qui les ont entièrement rassemblées et qui les ont fait quitter le Canada pour les donner à l'Ukraine et qu'elles soient utilisées contre les Russes. Donc vous voyez bien à quoi sert ce dispositif. Maintenant, vous avez un État qui va être à la fois un État et une organisation terroriste. Alors, vous avez remarqué que dans les derniers jours, ils ont été retirés de la liste des organisations terroristes à la hâte, parce que c'est pas la peine d'aller les provoquer maintenant qu'ils ont un appareil d'État. Ils vont aller à l'ONU, ils vont aller dans toutes sortes d'enceintes où ils vont tenir le discours qui est le leur, c'est-à-dire un discours qui considère que leur action ne procède pas de la politique ou des populations qu'ils disent représenter, leur action procède de Dieu, et que Dieu a déjà écrit qu'il fallait convertir ou tuer tout le monde. Alors, mais comment ça se fait qu'on ait des dirigeants qui acceptent ça et qu'on ait Emmanuel Macron qui déclare de manière ridicule c'est la fin de la barbarie, alors qu'elle va être bien pire. Il me semble que nos rapports de la DGSE en 2011 disaient clairement que bon, c'est sûr que le régime de Bachar el-Assad n'est pas spécialement tendre sur l'homme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que ce qui viendrait derrière lui serait une catastrophe. Nos dirigeants ne lisent-ils pas les rapports de la DGSE? Alors, nos dirigeants, ils disent ce qu'on leur dit de dire. Et ils ont une très grande capacité pour le faire. Ils le font très bien, ils ne disent pas je dis ce qu'on me dit de dire, ils disent voilà ce que je pense du plus profond de moi. Ça s'appelle le théâtre. Et vous savez que notre président a fait du théâtre à partir de 13 ans avec une professeure qui l'a entraîné en cours particulier et qui continue. Donc de ce point de vue, nous avons vraiment du théâtre chez soi. C'est au théâtre ce soir, tous les soirs, malheureusement, les décors ne sont pas de Roger Hart. Alors, nous avons cette
situation dans laquelle les dirigeants des États qui sont membres de l'Union européenne, enfin des grands États de l'OTAN, disons, n'ont pas une grande capacité de se distinguer de la parole de Washington. Ou bien ils disent comme Washington, ou bien ils sont comme le candidat qui a gagné le premier tour de l'élection en Roumanie, on leur coupe le téléphone, on leur coupe l'Internet, on leur coupe tout moyen de communiquer avec les autres et on annule le premier tour de l'élection parce qu'il allait gagner le second. Donc vous voyez qu'on est dans un dispositif où maintenant on avance vers un système dans lequel vous dites ce qu'on vous dit de dire, ou bien vous ne parlez pas. Alors c'est très possible de ne rien dire. Par son silence, on confirme ce qu'a dit Madame von der Leyen. Alors, est-ce que si on prend l'aspect du côté russe, est-ce que, d'une certaine manière, vu qu'il y a une forme de conflit quasiment ouvert avec l'Europe, enfin l'Union européenne, en tout cas avec la Commission européenne, est-ce que les Russes n'ont pas pu se dire « Bon, ces gens ont l'air complètement fous, ils veulent mettre un califat aux portes de l'Europe en place, ça va faire des attentats chez eux, ça va leur nuire, ces djihadistes vont sûrement se mettre à remassacrer les yézidis, les alaouites ou les Kurdes, et donc ça va faire à nouveau une vague migratoire, et de se dire, bon, bah, dans l'affrontement en cours, ils se tirent une balle dans le pied. C'est ce que j'appelais l'effet boomerang. Les Russes se sont retirés subrepticement, avec une extrême rapidité, de façon à permettre à ces terroristes de disposer d'un appareil d'État qui va se tourner contre l'Union européenne qui semble avoir fini par déplaire à Vladimir Poutine. Et là, c'est la même logique de guerre froide, c'est maintenant l'Europe de Bruxelles et de Washington qui va avoir un problème avec ces djihadistes qui vont rapidement trouver que les gens les plus insupportables sont les Européens. Les Américains leur donnent des armes, les Américains sont loin, les Européens ne leur ont pas donné d'armes, les Européens ne sont pas loin, donc il n'y a vraiment aucune raison de se gêner. Quant aux Russes, leur logique a changé. Auparavant, il fallait qu'ils soient eux-mêmes présents au Proche-Orient et au Moyen-Orient pour pouvoir peser. Ils ont maintenant un démultiplicateur. Grâce à l'habile politique de l'Union européenne drivée par Washington, ils ont maintenant un accord absolument solide avec la Chine, avec laquelle, dans le cadre des BRICS, ils ont construit une stratégie mondiale. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite va rencontrer l'Iran, ce que les États-Unis n'ont jamais réussi ou jamais souhaité faire, et ils se rencontrent à Pékin. Et Pékin donne sa garantie aux uns et aux autres que les choses vont bien se passer et qu'il n'y a plus de raison d'organiser de rivalité éventuellement militaire, d'attentats ou de toutes sortes d'activités de service entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors, dans ces conditions, la présence russe en Syrie est moins indispensable puisque la Russie, par le biais des BRICS et de son alliance maintenant très solide avec la Chine, va être présente dans le dispositif et va donner son avis. Vous avez en tête qu'un accord de grande portée de défense a été signé entre l'Iran et la Russie il y a moins de 3 mois. Oui. Il y a beaucoup de commentaires, et il y a le Coq Sportif, par exemple, qui nous dit que Israël a aussi à œuvrer en ce sens, et ça leur retournera comme un boomerang, comme le Hamas. Bon, ça a été aussi notre analyse, parce qu'il me semble que le régime de Bachar el-Assad n'a pas fait grand-chose en réalité contre Israël pendant ces 24 dernières années.
mais des djihadistes qui promettent qu'ils resteront gentils, avec leur vision des choses, ça peut très très mal tourner un jour pour Israël. Israël a favorisé avec une grande régularité et un grand esprit de décision le Hamas pendant de très nombreuses années parce que c'était le moyen de renoncer à la négociation avec le Fatah. Le Fatah voulait négocier. Certains dirigeants israéliens voulaient négocier, ils ont été assassinés. Il s'agissait d'assassiner politiquement le Fatah de l'autre côté en installant le Hamas qui ne voulait pas négocier. Ça tombait bien, les dirigeants israéliens ne voulaient pas négocier non plus. À un moment, à force de ne pas vouloir négocier, le Hamas a quand même voulu faire quelque chose. Il ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas négocier, il faut montrer qu'on veut faire quelque chose. Alors le Hamas a fait quelque chose, ça tombait bien, c'était exactement ce que souhaitait Netanyahou, c'est-à-dire quelque chose qui lui donne le prétexte de la grande campagne qu'il a mise en œuvre. Il faut avoir en tête que ces gens-là sont en train de tuer Israël. Les dirigeants israéliens actuels sont en train de rendre impossible sur la longue distance l'existence d'Israël. La géographie, elle est là. Israël n'a pas la taille suffisante pour se maintenir sans l'assentiment minimal des populations autour. Israël a l'arme nucléaire, mais à quoi sert l'arme nucléaire lorsque on n'est pas en face d'un ennemi qui est un État constitué qui veut vous abattre, mais qu'on est en face de centaines de millions de gens qui sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent pas vivre si vous vivez. Et ça, c'est ce que les dirigeants israéliens actuels sont en train d'arriver à faire. Et la démographie, c'est une part de la géographie, et la démographie, elle nous dit très clairement qu'Israël ne va pas, même en arrivant à développer l'antisémitisme en France et en arrivant à faire venir le plus grand nombre possible de Français, puisque c'est la communauté la plus élevée après les États-Unis, susceptible de se rendre pour vivre en Israël, même en faisant venir les Français et même en faisant venir les Américains, cela n'arrivera pas à compenser le développement sur ce plan, le développement des pays qui entourent Israël, dont certains avaient finalement réussi à se faire à la présence d'Israël et avaient même finalement considéré que ça faisait partie des meubles, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas parce que la politique beaucoup trop agressive d'Israël a réussi à tourner contre ce pays des populations dans des proportions telles qu'il n'y aura plus de dirigeants qui prendront le risque d'affronter à ce point leur population pour défendre le droit à la sécurité d'Israël. Et comme Israël ne se situe pas au cœur de l'Union européenne ni un peu au nord du Wyoming, c'est beaucoup plus difficile de défendre son existence sur la longue distance. Donc tu nous confirmes malheureusement tout à l'heure, tu nous confirmais que le risque terroriste va s'aggraver dans notre pays, c'est un malheur. Est-ce qu'il y a une possibilité d'extension de ce qui sera ce califat d'HTS à Damas? Est-ce qu'il y a une possibilité d'extension, selon toi, vers la Jordanie, vers le Liban, vers l'Irak, voire l'écrasement des Kurdes comme la question est posée dans le fil, est-ce qu'on a ce risque-là? Ce sont des terroristes, mais ce sont des réalistes. La preuve que ce sont des réalistes, c'est qu'ils ont accepté les armes et les financements des États-Unis d'Amérique, qui sont quand même un grand Satan à leurs yeux. Hein. Donc, ils ont un côté réaliste. Un côté réaliste qu'il faut mettre en parallèle avec les 100 000 marques or que Lénine accepte de mettre dans le wagon plombé qui va le conduire de Suisse à Saint-Pétersbourg pour faire la révolution.
hein, c'est la même idée. Ils sont dans la même vision du monde, c'est-à-dire une vision dans laquelle on a le droit de s'allier avec le diable et sa grand-mère pour peu que, à la fin, on aille dans le sens de ce que notre foi nous dit de faire. Donc, ils vont avoir une volonté d'extension, naturellement, mais ils vont le faire probablement avec habileté. Ainsi, je pense que probablement vont-ils trouver les voies et les moyens de s'accorder avec les dirigeants turcs pour liquider les Kurdes ensemble. Oui, qui sont les Turcs qui sont déjà derrière eux. Voilà, donc il va y avoir une volonté de ce point de vue de liquider tout ce qui n'est pas dans l'esprit du califat, dans l'esprit du djihad islamique qu'il mène. Ces gens-là ne sont pas des libérateurs de la Syrie, ils sont des acteurs de premier plan du djihad mondial. C'est ça qu'ils font. Alors ensuite, ici et là, ils recueillent des armes et de l'argent de ceux qui veulent bien les aider. Euh, euh, Ça ne minimise en rien leur perspective d'ensemble. Mais ça montre simplement que ce ne sont pas des excités. Ils ne vont pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi ils vont être beaucoup plus dangereux. Est-ce qu'ils sont sous le contrôle de la Turquie ou la Turquie essaye d'en profiter? Je pense au fait que Idlib, d'où ils sont partis, était protégé, si on peut dire, par la Turquie, que la Turquie a déjà profité pour envahir le nord de la Syrie il y a quelque temps. Comme tu l'as dit, leur objectif, c'est d'éliminer les Kurdes depuis toujours. Mais ils vont même plus loin, parce que Erdogan a une vision néo-ottomane. Il a dit clairement qu'il considérait que Mossoul, c'était la Turquie. Mossoul et les champs de pétrole. Est-ce qu'on n'a pas là une tentative par les Turcs de réaliser ce rêve néo-ottoman? Il faut avoir en tête que les acteurs réagissent selon leur intérêt. Évidemment, nous sommes en France, dans un pays où le président est hostile à la population et hostile aux intérêts du pays. Alors, on finit par penser qu'ailleurs, ça peut se passer de la même façon. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ailleurs, les dirigeants sont en général des défenseurs de l'intérêt de leur pays. Ils le font à leur manière, qui peut être parfois tout à fait contestable, mais ils le font. Erdogan défend les intérêts de la Turquie et l'intérêt de la Turquie, historiquement, géographiquement, c'est de reconstruire l'Empire ottoman, car c'est ce qui lui donne sa stabilité. Alors la Turquie, elle n'hésite pas pour se faire à être dans l'OTAN, elle n'hésite pas pour se faire à avoir des liens avec les BRICS, elle travaille avec Vladimir Poutine, elle travaille avec Joe Biden, parce qu'elle n'en a rien à faire, ni de l'un ni de l'autre. Elle a en vue la reconstitution du grand empire ottoman, et que les uns et les autres veuillent à un moment ou à un autre participer d'une manière ou d'une autre à cette grande reconstruction, ils sont les bienvenus. De toute façon, l'objectif historique du courant qui est au pouvoir en Turquie, c'est cette reconstitution. Alors, est-ce qu'il contrôle les dirigeants syriens? Personne ne contrôle personne dans ces histoires-là. À partir du moment où les gens sont armés, où ils ont la capacité de peser et de décider, personne ne contrôle quelqu'un qui a un appareil d'État. On peut contrôler un président de la République dans un pays occidental, mais on ne peut pas contrôler la dynamique de son pays. On le voit en ce moment. Et on peut essayer de contrôler un dirigeant dans un groupe terroriste, on peut contrôler le fondateur d'Al-Qaïda en étant la CIA est considérée qu'on l'a en main et qu'on le tient en main, et puis arrive le 11 septembre où on se rend compte que finalement on avait en main le numéro 1, mais pas ceux qui étaient derrière. Donc
l'idée de contrôler, l'idée de manipuler, l'idée des marionnettes, ça fonctionne dans les pays qui vivent sur le théâtre. Mais les pays qui vivent sur le théâtre sont limités à l'Europe occidentale, qui est un théâtre parce que les monarchies l'ont construit comme un théâtre. Pendant des siècles, on nous a expliqué que le roi était le représentant de Dieu. Donc dans le petit théâtre, on avait une marionnette qui était le roi, mais c'était Dieu qui parlait à travers le roi. Donc cette tradition de théâtralisation de la politique, elle peut fonctionner dans les anciennes monarchies d'Europe de l'Ouest, même si elles se sont républicanisées dans certains cas comme le nôtre, mais ça ne fonctionne pas ailleurs dans le monde. Alors, comme tu parles de notre classe politique, on va pouvoir passer à l'autre sujet pour lequel on t'a invité et sur lequel tu es aussi très compétent et très caustique. Je crois que tu es très apprécié par ceux qui ne te connaissaient pas encore dans le fil. Nous avons notre petit roi à nous, Emmanuel Macron Ier, Jupiter Ier. Nous sommes dans un chaos politique. De facto, en fait, nous sommes dans un état de récession économique. On est au bord d'une crise de la dette, mais on n'a pas de Premier ministre. Que penses-tu de la situation politique dans notre pauvre royaume de France sous Emmanuel Macron Ier? Alors, c'est assez particulier d'avoir comme président de la République dans la Ve République quelqu'un qui pense qu'il est Dieu. Ça n'est pas pratique. Du point de vue des institutions de la Ve République, ça n'est pas pratique. Charles de Gaulle ne pensait pas qu'il était Dieu. Il avait pourtant la plus grande rue de tous les villages de France et la grande avenue de toutes les villes de France qui portaient son nom avant même d'être Premier ministre en mai 1958, mais il ne pensait pas qu'il était Dieu. Il pensait qu'il était un sauveur, c'était d'ailleurs une réalité inscrite au fronton des rues, mais il ne pensait pas qu'il était Dieu. Là, nous avons quelqu'un qui pense qu'il est Dieu. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, y compris pour ses amis, qui ne sont pas des saints et qui ne se donnent pas non plus l'ambition d'avoir la sainteté en tête. Pourquoi il se comporte comme Dieu? Parce que dans n'importe quelle démocratie occidentale où il y a un parlement où ne se trouve pas un parti qui a la majorité absolue, eh bien le président fait une chose très simple, d'une simplicité biblique. Il nomme Premier ministre le dirigeant du parti qui a la majorité relative ou de la coalition de partis qui a la majorité relative. Ensuite, à celui-ci de se trouver la majorité nécessaire pour se présenter devant le Parlement et avec un vote de confiance sur un programme qui aura été construit avec ses partenaires, pas dans les petites combines vite faites de la salle des 4 colonnes, mais un programme écrit, publié, connu, il va conduire le pays. C'est ce qui se passe en Allemagne, qui est un pays très stable et qui n'a pratiquement jamais de parti qui a la majorité absolue. C'est ce qui se passe en Italie, en Espagne, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Et cette formule-là, elle aurait permis soit de demander à M. Bardella, parti le plus nombreux, soit de demander à Mme Castet, coalition qui a le plus grand nombre de députés, de construire une majorité. Si M. Bardella refuse, comme il l'aurait apparemment fait, eh bien, on demande à Mme Castet. Si Mme Castet ne parvient pas, eh bien, alors, on réunit les acteurs et on essaye de proposer une nouvelle personne. Mais le but n'est pas que le président voit dans son bureau les uns et les autres pour leur faire la leçon et les chapitrer. Ça n'est pas
la démocratie parlementaire à l'européenne. Non, ça c'est Dieu qui vient sur terre et qui va exprimer à chacun la bonne parole et ensuite ils l'ont entendu ou ils ne l'ont pas entendu. Vous avez vu que Barnier n'a pas eu l'illumination puisque finalement il a été censuré. Et ben, c'est parce qu'il n'a pas eu l'illumination. Hein, voilà, il a pas entendu la Vierge qui lui avait parlé dans son bureau à l'Élysée. Alors, comme il repart pour le même dispositif pour ce second Premier ministre après sa dissolution, il va probablement obtenir les mêmes choses. Alors, évidemment, il y a dans les responsables politiques actuels qui sont très différents de ceux qui étaient là il y a 50 ans. Hein. Il y a 50 ans, c'était des premiers de la classe, des gens qui avaient résisté, des gens qui étaient les plus compétents et qui choisissaient la politique par amour de la politique, de leurs idées, de leurs idéaux, de leurs utopies éventuellement et de leur pays. Et aujourd'hui, les premiers de la classe font de la banque et de la finance, les seconds font des technologies, les troisièmes font de la communication, et ceux qui n'ont rien réussi finissent par faire de la politique. Et nous en avons des exemples devant nous fort nombreux. Et on peut constater qu'ils n'ont pas réussi le reste, mais ils ne réussissent pas non plus beaucoup en Macron a été politique. banquier, il a réussi à être banquier, Macron. C'était même le Mozart de la finance. Oui, c'est pour ça qu'il est le président. Les autres ne sont pas présidents, mais du coup, à se sentir un petit peu au-dessus comme ça, il se sent Dieu, n'est-ce pas, s'il se compare au président de la RATP. Alors, si nous avons cette classe politique, ces dirigeants politiques si curieux, et disons d'un niveau inférieur à ce qu'il était il y a 50 ans, il marche dans cette opération. C'est-à-dire, au lieu de se comporter comme n'importe quel autre dirigeant de parti politique en Europe, en disant voilà, on va faire une coalition, ou on va pas faire une coalition, mais c'est pas le président qui va nous chapitrer un par un, ils vont un par un voir le président et chacun dit voilà, je pourrais trahir mes amis, mais il faudrait quand même me donner un petit quelque chose. Voilà la ligne rouge au-delà de laquelle je ne peux pas trahir mes amis. Et alors évidemment, comme ils ont tous des lignes rouges qui n'arrivent pas à être au même endroit, alors ils donnent tous le sentiment qu'ils voudraient bien trahir, mais c'est pas si facile. Et On a de une toute question façon, de toute façon, il raisonne en termes de trahir. Il ne raisonne pas du tout en termes d'écrire un programme pour les 8 mois qui viennent en disant voilà, dans les 8 mois qui viennent, les priorités pour redresser la situation du pays. Personne n'a proposé un accord pour faire un gouvernement de programme pour 8 mois avec des mesures précises et absolument limitées, c'est-à-dire que le gouvernement allemand ne prend aucune mesure qui n'est pas dans le programme qui a été négocié, et il prend toutes les mesures qui sont dans le programme qui a été négocié. Là, il pourrait y avoir un programme disant, voilà, il reste 8 mois avant la prochaine dissolution si le président ne veut pas démissionner avant. Voilà le programme pour 8 mois sur lequel se mettent d'accord des formations politiques qui, par ailleurs, ne sont pas d'accord entre elles, mais veulent essayer d'aider le pays et d'aider les Français. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On prend des postures et des allures, je vais trahir, je sens que je vais trahir, ça me vient. Et puis, non, finalement, après avoir quitté l'Élysée, je me retrouve au siège de mon parti et je sens que ça venait pas autant que je le pensais. Non, voilà. Alors, avec ça, on ne va nulle part. Nulle part. Alors, on a Manuel qui écrit « Macron, c'est le Mozart de la finance. En effet, ses amis n'ont jamais été aussi riches, c'est sûr. » Et il y avait une question que j'avais qu'on a posée de Stéphane Chamillon. Faut-il voir M. Macron comme un président de la République ou comme un go-lighter de l'UE? La question est formulée de cette manière, mais est-ce que, d'une certaine manière, Macron n'est pas vraiment un génie? Car si on regarde
toute son œuvre depuis 2017 sous l'angle de la souveraineté européenne qu'il veut construire, ma foi, il ne se débrouille pas trop mal pour transférer la souveraineté de la France ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou à l'Union européenne, renforcer la Commission européenne et s'aborder l'État-nation. Il y arrive même très bien, pourrait-on dire. Emmanuel Macron a obtenu en 7 ans un résultat absolument remarquable dans le domaine de l'économie, puisque les 500 Français les plus riches avaient 12% du PIB lorsqu'il est arrivé à la présidence. Ils en avaient à la fin de l'année dernière 43%. C'est-à-dire qu'il a opéré un pillage absolument remarquable. Parce que si le PIB avait monté de 15, de 12 même, 12 à 13 points par an depuis son élection, alors on aurait pu effectivement avoir les 500 plus riches qui s'enrichissent et qui enrichissent le pays, et ça aurait été le ruissellement dont on nous parle dans les livres néolibéraux. Mais pas du tout. La progression du PIB français depuis que Macron est là n'a pas dépassé 5 points, et les 500 plus riches sont passés de 12 à 43%. C'est-à-dire un vrai pillage de la société. Un vrai pillage. Il faut comprendre que les impôts qui montent tandis que les services publics descendent, c'est là le secret, c'est ce pillage-là auquel nous avons assisté, et c'est une politique remarquablement efficace, remarquablement intelligente, et qui, en même temps, pour ne pas permettre d'être apparente et discutée, a fait exploser la dette, et on nous parle de la dette et pas du pillage, alors que l'événement, c'est le pillage, pas la dette. La dette, c'est une question qui existe. La dette, elle était beaucoup plus forte pendant les 30 Glorieuses, et on vivait dans le bonheur, nous raconte-t-on aujourd'hui. Moi qui les ai vécus, je peux vous dire que c'était pas exactement le bonheur, mais c'était effectivement une croissance à 2 points, et surtout, ce qui existait, c'est l'espoir et l'observation que les enfants vivaient mieux que les parents, alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment l'inverse que l'on voit. Je rajoute un chiffre à tout ce que tu as dit. Sur les 15 dernières années, les 500 fortunes ont cru de 476%. Et les 3/4 de cette croissance se sont faits sur les 7 dernières années. 475%, c'est quasiment du x5. Et on est loin devant les plus gros enrichissements qui sont ceux des milliardaires américains, qui eux ne sont qu'à plus 175% en 15 ans. Mais en dehors des États-Unis, les riches qui se sont le plus enrichis dans les 5 dernières années, ce sont les riches français. Incomparablement plus que les 500 plus riches de n'importe quel autre pays du monde, excepté les États-Unis. Je ne crois pas que Emmanuel Macron soit le Gauleiter de l'Union européenne. Je le pense beaucoup plus proche de Washington que de Bruxelles, pour observer la façon dont il s'est comporté. S'il était si proche de Bruxelles, il n'aurait pas mis en danger des firmes allemandes en transformant des firmes françaises qui étaient des championnes en firmes américaines qui sont des championnes. C'est pas exactement ça, Bruxelles. Bruxelles, c'est plutôt l'Europe germano-américaine, c'est-à-dire que ce sont les Allemands qui disent comment il faut interpréter ce que veulent les Américains. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas besoin de traducteur allemand. Est-ce que dans le contexte où on est actuellement, parce que la crise politique a été quand même très largement voulue par Emmanuel Macron, on est, même si tu as décrit le système tel qu'il devrait être, c'est-à-dire nommer quelqu'un en tant que Premier ministre du parti le plus représenté à l'Assemblée nationale, le RN, ou de la coalition la plus forte, le Nouveau Front Populaire. Néanmoins, il n'y a pas de majorité aisée qui se dessine. On a quand même un problème dans les finances publiques, et puis surtout on a un problème d'effondrement accéléré de l'économie française
et des entreprises, est-ce que tout ne se met pas en place pour que Jupiter, cet homme qui est empli d'hubris, Emmanuel Macron, ne déclenche l'article 16? Non. Non, aucun Non. élément qui justifie l'article 16 ne se présente. Il a été utilisé une fois, l'article 16, à la suite d'une tentative de coup d'État avec la constitution d'une junte militaire installée à Alger que 4 départements ont reconnu comme l'autorité principale: l'Oranais, l'Algérois, le Constantinois et la Corse. Mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas allés au-delà de ces 4 départements, mais cette réalité justifiait l'usage de l'article 16 qui avait été écrit précisément pour de telles situations. L'article 16 n'a pas été écrit pour des raisons de confort personnel. Une fois qu'on a réussi à mettre un tel désordre au Parlement qu'on n'arrive plus à faire voter un budget qui se tienne. D'abord, la loi et la Constitution font qu'on reprend le budget de l'année passée, et puis c'est comme ça. Mais surtout, les conditions ne sont pas réunies. Et puis, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'article 16 suppose que le président a les pleins pouvoirs, mais le Parlement siège en permanence et peut renverser le président. Je ne suis pas sûr que le Parlement n'aurait pas le même regard sur le président qu'il a eu sur Michel Barnier, le moment venu. Mais c'est pour renverser le président, c'est l'article 68, c'est le Parlement dans son ensemble, c'est les sénateurs et l'Assemblée nationale. Oui, mais on peut penser que s'il prend l'article 16, nombre de parlementaires ne se sentiront pas dans le bloc majoritaire. Car il n'y a pas de bloc majoritaire. Alors, quelle est l'issue politique ? Puisque, et visiblement, Emmanuel Macron a décidé de faire ce que tu as parfaitement décrit, le contraire de ce qu'il devrait faire, et de continuer, lui, à consulter et à jouer aux petits chevaux avec les gens qui viennent le voir à l'Élysée. Peut-être malgré une baisse de qualité constante et remarquable, lisez-vous encore un quotidien du soir dont le gendre de Bernard Arnault est actionnaire à titre personnel, comme on dit dans les colonnes de ce journal. Vous avez vu que ce journal, qui a été une sorte de pravda officielle du macronisme jusqu'ici, appelle maintenant à mots de moins en moins feutrés à son départ. Vous avez noté que les quotidiens les plus proches des milliardaires, qui en contrôlent 94% quand même dans le système médiatique, évoquent le départ d'Emmanuel Macron comme quelque chose d'inéluctable, de souhaitable, et que, disent-ils, au fond, il a en tête. Donc il ne reste plus maintenant qu'à lui proposer une très belle villa dans un paradis fiscal pour que soudainement, après toutes ces consultations, il arrive à la conclusion qu'il a déjà amorcé l'autre jour dans son intervention: la classe politique française est vraiment très très mauvaise et, comme dit son épouse, elle ne le mérite pas. Comme elle ne le mérite pas, que les Français ne le méritent pas, que les politiques ne le méritent pas, l'état suivant, l'élément suivant, c'est: puisque vous ne me méritez pas, je m'en vais. C'est la seule issue, car elle permet au président ou à la présidente qu'auront élu les Français de dissoudre immédiatement. Et donc il n'y a pas besoin d'attendre, car le délai d'1 an, ce n'est pas un dispositif punitif pour le Parlement. C'est un dispositif préventif devant une attitude déraisonnable de la part du président qui voudrait dissoudre plusieurs fois. Donc le même président ne peut pas dissoudre avant 1 an,
Mais le Parlement, en revanche, peut être dissous par un nouveau président immédiatement. Immédiatement. Alors, pourtant, Emmanuel Macron a fait une allocution jeudi soir, télévisée, assez creuse comme souvent, où il a dit: mais moi, je suis là pour 30 mois, je ne démissionnerai pas, les autres sont responsables de la crise, je ne vais pas payer pour les erreurs des autres. Je suis Est-ce coupable que de rien. est-ce que vous avez déjà entendu un homme politique avant sa démission dire je n'en peux plus, retenez-moi ou je fais un malheur? Non. En général, avant de démissionner, on indique qu'on va rester. Et puis un jour, les gens voient que vous avez démissionné. Vous n'imaginez pas qu'Emmanuel Macron dise je suis là, j'y reste, mais je ne sais pas pour combien de temps, car je pourrais tout aussi bien demain décider de démissionner. De l'instant où il dit cela, sa tâche devient absolument insupportable et même les plus médiocres des politiciens ne vont plus à ses rendez-vous à l'Élysée. Donc, selon Je n'ai pas toi, attaqué les socialistes, là, hein, vous avez noté, je ne l'ai pas dit. la messe est dite. Non, la messe n'est jamais dite. Simplement, on ne voit pas comment sortir de l'église sans ouvrir les portes. Et celui qui est devant les portes, c'est Emmanuel Macron. Donc, je sais qu'il met maintenant tous ses espoirs dans l'IO, L-I-O-T. Hein, c'est 23 députés que rien n'unit entre eux, si ce n'est le fait qu'ils ne sont pas avec les autres. Bon, ils peuvent accorder leur soutien à telle ou telle personne qu'aura trouvé Emmanuel Macron pendant un temps. Mais c'est exactement comme Michel Barnier. Michel Barnier, il a réussi à surnager très longtemps. Près de 74 jours, c'est ça? C'est énorme. Dans la situation qui était la sienne, il a fait preuve de beaucoup d'habileté, de beaucoup de bonne volonté, de beaucoup d'intelligence. Je trouve que c'est plutôt quelqu'un de bien qui a montré une capacité au-dessus de la moyenne des politiciens français. Mais il avait une tâche impossible, puisqu'il devait satisfaire Emmanuel Macron, qui avait donné l'ordre de ne pas défaire ce qu'il avait fait, et satisfaire la large majorité du Parlement qui ne veut que défaire ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc évidemment, à un moment, 331 voix se sont trouvées pour renverser son gouvernement. Il y a beaucoup de félicitations te concernant dans le fil. Les gens sont très contents de t'écouter. Je les remercie. Alors, si on va sur un autre front, mais ça me permettra de rebondir par rapport à la situation politique en France, qui est le front ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une tentative des élites européennes, européistes pourrait-on dire, de fédéraliser l'Union européenne en se servant du prétexte de l'invasion imminente de l'Europe par la Russie au regard de ce qui se passe en Ukraine? Il y a un vieux courant fédéraliste en Europe qui pense que à partir du moment où on expulserait totalement les peuples de la sphère de la décision, l'Europe serait une vraie puissance et pourrait faire quelque chose. Bon, le problème, c'est que ce sont les mêmes qui pensent qu'il faut être le petit doigt sur la couture du pantalon de l'OTAN et qui sont dans la main des États-Unis. Alors, c'est une contradiction qui n'est pas très facile. Le dispositif de l'Union européenne, il faut savoir qu'il a été construit pour écarter les peuples. Souvenons-nous de la communauté européenne de défense. Qu'est-ce qui se passe? On est après la guerre.
les États-Unis, qui n'ont pas réussi à occuper la France comme ils ont occupé l'Allemagne, parce que le général de Gaulle a menacé d'une alliance de revers avec l'Union soviétique, donc les États-Unis se trouvent avec une faible influence, puisqu'ils n'ont que l'Allemagne. Ils n'ont pas sur l'Angleterre l'impérium qu'ils croient avoir, ils l'auront après Suez, mais ils n'ont pas à ce moment-là. Donc, nous avons les États-Unis qui disent, voilà, il y a l'ours soviétique qui est terrible, il faut s'unir militairement. Communauté européenne de défense propose les Français au départ en disant, on va mettre ensemble nos armées, ils vont tenir un premier rideau de choc face à l'Union soviétique en cas de conflit, puisqu'en 1947 éclate la guerre froide. Et à ce moment-là, au Parlement français, les députés seraient prêts à voter la communauté européenne de défense, mais voilà que dans leur permanence, les gens disent on a tellement souffert avec les Allemands, vous allez réarmer les Allemands, on a trop souffert, jamais votre siège, il sera éjecté, votez la communauté européenne de défense, vous êtes dehors. Les Italiens font la même chose. En Angleterre, c'est le même discours qui est tenu aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg. Il y a un refus des populations de réarmer l'Allemagne, parce que on est 10 ans après la guerre, même pas 10 ans après la guerre, donc on est vraiment tout près de la guerre, les gens ont souffert, ils sont là, ils ne veulent pas réarmer l'Allemagne. Donc, ils comprennent qu'il faut mettre en place un dispositif que les États-Unis vont concevoir, que le département d'État va concevoir et qui va être développé en Europe par quelqu'un qui a été l'ami des États-Unis et quelqu'un qui a vendu du cognac en Amérique du Nord, Schuman et Monet. Et ce dispositif conçu par les Américains est un dispositif de cliquet, c'est-à-dire on prend des dispositions pour installer des autorités qui ne détiennent pas leur autorité des parlements, mais qui détiennent leur autorité d'un traité international signé par les États et sur lequel on fera décider par chaque État qu'on ne peut pas revenir. Mais évidemment, la décision qu'on ne peut pas revenir, elle est prise en catimini, dans un coin. C'est une décision du Conseil d'État en France, c'est une décision de la Cour constitutionnelle en Allemagne, c'est une décision comparable en Italie et au Benelux. Et ensuite, on va donner un peu plus de pouvoir à chaque fois à cette instance. On va avoir l'acte unique européen, on va avoir Maastricht, on va avoir la Constitution européenne échouera, mais on aura le traité de Lisbonne qui dit la même chose sans le préambule écrit par Valéry Giscard d'Estaing, et on va enserrer progressivement les peuples dans un dispositif qui leur dit « Ah oui, mais c'est plus vous qui décidez. Le Mercosur, on est contre, tout le monde est contre, toute la classe politique française est contre. Il n'y a pas un député qui va vous dire l'accord avec le Mercosur, c'est bien. » Bon, mais comme on a entièrement signé que c'était l'Union européenne à Bruxelles qui était compétente et qu'elle est allée signer le Mercosur, on va nous dire demain que c'est absolument affreux, mais voilà, cet accord, il a eu lieu, il est fait. On va maintenant aller négocier avec Bruxelles les conditions pour que les Français souffrent le moins possible. Donc, le dispositif, il est fait pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au moment où on aura évacué tout ce qui n'est pas de la DRH. Vous voyez bien que le débat politique français, Monsieur Kasparian, ministre démissionnaire, a montré le cœur du débat politique français en allant dans Paris Match faire une série de photographies avec son mari pour dire son bonheur conjugal. Ça, c'est la politique à la française. C'est la politique plus exactement à l'européenne. C'est-à-dire qu'on nous propose que nous votions
pour le DRH qui va s'occuper de notre vie quotidienne. Alors, évidemment, on a tout à fait le droit en Roumanie de ne pas avoir de ministres, de messieurs ministres qui montrent leur mari ou de femmes ministres qui montrent leur épouse. Madame Castet a fait la même chose avec son épouse. Et elle n'était pas encore Premier ministre, elle n'est toujours pas d'ailleurs. Finalement, ça n'est pas une méthode parfaite. Mais surtout, ce que ça dit, c'est qu'on éloigne la population de la décision politique pour ne lui faire parler que de la vie quotidienne. Par exemple, les grands débats, c'est que va-t-on dire en termes d'éducation sexuelle dans les classes ? Bon. En Pologne, la question, c'est le crucifix, ça a été tranché, on a remis le crucifix dans toutes les classes. Voilà, ça, c'est ce sur quoi on veut bien que la population s'exprime, décide, parce que ça ne mange pas de pain. Mais donc, tu ne crois pas que Macron, quand même, pousse à ce fédéralisme? Je repense à nouveau à tout ce qu'il a fait, à ses discours sur la souveraineté européenne, au traité d'Aix-la-Chapelle. Et il y a quand même un continuum dans les décisions. Chaque fois qu'on repense aux crises, que ce soit la crise géopolitique que l'on connaît actuellement, que ce soit la crise Covid, ça a toujours été un moyen pour lui d'avancer ce projet de souveraineté européenne. Et on en voit quand même des échos dans ce rapport Draghi qu'ils ont fait opportunément sortir après les élections européennes et qui nous dit clairement qu'il faut un emprunt de 800 milliards tous les ans en particulier pour se réarmer et acheter des gros avions et des chars pour se défendre contre la menace fantôme. Oui, enfin, la souveraineté européenne, c'est une plaisanterie. Chaque fois qu'elle est mise en avant, c'est pour acheter des avions américains, acheter des chars américains, acheter des missiles américains. C'est pas une souveraineté européenne, c'est une soumission plus grande aux États-Unis. C'est tout. Et il n'y a aucun aspect de souveraineté européenne dans le fait que chaque fois qu'on nous parle de souveraineté européenne, on nous parle de renforcer l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est un dispositif purement américain dans lequel les Européens sont là pour faire la figuration. L'OTAN, c'est un peu une classe à régime sévère dans lequel le professeur est américain, a une grosse règle en fer, et les élèves doivent les uns après les autres monter au tableau pour dire qu'ils vont faire comme dit le professeur. Donc, chaque fois qu'on parle de souveraineté européenne, c'est un peu comme si on avait dans la classe une sorte d'appel à faire un grand conseil de classe, mais c'est le professeur qui reste le professeur principal qui dirige le conseil de classe. Donc, il n'y a aucune souveraineté, rien du tout. Une Europe européenne, oui, mais ça personne ne la veut. Une Europe européenne, c'est ce que le général de Gaulle a proposé en faisant le premier pas, en faisant sortir la France de l'OTAN. Ça, c'est une Europe européenne. Si les pays européens sortaient de l'OTAN et constituaient un dispositif de défense avec des avions anglais, italiens, allemands, suédois, oui, oui, bien sûr, avec des chars allemands, français, mais non, c'est pas du tout ça. Chaque fois qu'on nous parle de puissance européenne, il s'agit de baisser le nez devant le complexe militaro-industriel américain. Non, rien de tel. Et Emmanuel Macron n'est pas plus partisan que les autres de la disparition de la population, de la sphère de la décision politique. Il est comme les autres. La plupart des dirigeants européens pensent que c'est le peuple qui n'est pas bon. Parce que le peuple veut les changer. Vous regardez toute l'Europe, le peuple veut les changer. Eh bien, ils arrivent à la conclusion, dès qu'ils sont ensemble, ils discutent, hein, ils parlent et ils disent, bah oui, mais c'est les peuples qu'il faut changer parce que vous voyez bien que sinon, c'est nous qui allons devoir partir et nous n'en avons aucune envie, comme vous dit Emmanuel Macron, moi je veux pas partir. Et il n'est pas le seul. Oui, les peuples s'échinent à voter mal.
systématiquement. Tous les référendums, Dès, d'ailleurs, il y a dès qu'on plus de référendums. dès qu'on leur donne l'occasion. Mais vous avez vu en Roumanie, ils votent mal, hop, euh, on annule l'élection et on coupe le téléphone et l'Internet aux candidats arrivés en tête. Alors ça, c'est plus pratique quand même, vous voyez. Alors en France, on a trouvé des juges pour essayer d'interdire à Madame Le Pen d'être candidate. On va pas lui couper le téléphone, c'est pas la Roumanie. Vous voyez, on est quand même mieux lotis. Et en Géorgie, on a une petite révolution de couleur qui est en train de se mettre doucement en place. Pour ces Avec une pauvres Géorgiens. présidente géorgienne qui est une femme qui soutient la révolution et qui connaît bien la Géorgie puisqu'elle y était auparavant ambassadrice de France. Et puis, d'ambassadrice de France, elle est devenue présidente de la République. Imaginez que l'ambassadeur des États-Unis devienne président de la République en France, vous comprendriez toute l'indépendance naturelle qui serait la sienne. Bon, eh bien, merci beaucoup. Hop. On a une coupure. Non, tu es là. Non, on est là. Euh, On est là comme chantaient les Gilets jaunes. On est là. Oui, très belle chanson des Gilets jaunes. On verra si les Gilets jaunes refleuriront. Pour finir, on déborde un petit peu, mais c'est toujours tellement intéressant avec toi. Est-ce que comment penses-tu que les Français vont encaisser le coup, puisqu'on est dans une situation qui est quand même relativement mauvaise, avec une série, des records de fermeture d'entreprises, des annonces qui ne sont pas très très bonnes dans ce domaine à l'avenir. On a déjà 20% des jeunes qui sont au chômage, un chômage réel qui peut tourner autour de 16-17%. Je parle d'ancien mode de calcul. Comment ça peut tenir et est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un nouveau soulèvement populaire? Vous savez, ce qui produit les révolutions, ça n'est pas le malheur, c'est l'espoir. L'espoir de faire mieux, d'avoir mieux. Regardez l'Union soviétique. Ça n'est pas au moment où Staline effectuait les pires purges, ça n'est pas au moment où Brejnev enfermait totalement ce pays que la société s'est mise à bouillonner. Non, c'est lorsque Gorbatchev a ouvert la porte en disant après tout, la démocratie, la liberté, nous devons, nous aussi, aller dans cette direction. Et alors à ce moment-là, c'est comme un barrage qui a une petite fissure, la fissure s'élargit et le barrage disparaît. Eh bien, regardez, les révolutions, elles n'existent que lorsque l'espoir existe de faire mieux. Alors, est-ce que vous pensez que, je ne veux pas du tout critiquer les socialistes, mais est-ce qu'ils offrent une perspective de mieux? Non. Ils proposent de faire ce que dit Madame von der Leyen. Les insoumis, vous avez vu Madame Aubry se jeter dans les bras de Madame von der Leyen dès qu'elle a été élue. Donc, vous avez vu que de ce côté gauche, vous avez plutôt une version mondialiste de la droite néolibérale que quelque chose qui se vit comme l'expression des catégories populaires à la manière dont le mouvement ouvrier s'est constitué à partir du 19e siècle, que ce soit autour des amis de Marx ou que ce soit autour des autres, parce qu'il n'y avait pas que Marx dans ce mouvement. Si vous regardez sur la droite, ce ne sont pas les républicains qui peuvent constituer une véritable alternative. Je crois que personne n'est prêt à mourir pour Xavier Bertrand, un homme charmant, mais enfin, qui ne suscite pas l'enthousiasme qu'avait suscité en son temps le général de Gaulle. Et du côté du Rassemblement national, s'il rassemble effectivement les ouvriers et les employés dans leur vote, ils ne se présentent pas comme procédant d'eux.
il se présente comme décidé à ne pas les affronter. C'est la réforme des retraites, c'est la question de l'électricité, c'est la question de la sécurité sociale, c'est-à-dire il se présente en défenseur des acquis des catégories populaires, mais pas en bâtisseur de nouveaux acquis, pas en une force qui va mettre à jour le pacte républicain du Conseil national de la résistance, pour une série de raisons historiques dont nous ne parlerons pas. Alors, euh, donc, où est l'espoir? Pour qui va-t-on monter sur une barricade? C'est difficile de le faire pour Monsieur Bardella, qui semble tout de même très proche. Euh, il ne s'est pas vraiment distingué sur l'Ukraine, il ne s'est pas vraiment distingué sur les diverses questions sur lesquelles l'Union européenne a marqué son impérium ou celui de Washington à travers elle. Madame Le Pen, elle a une figure historique, d'abord parce que c'est en partie lié à son nom, qui est censé être le méchant depuis plus de 40 ans, donc on se dit peut-être faut-il mettre le méchant aux affaires. Je pense que s'il y avait une élection présidentielle, c'est ce qu'on ferait, on élirait la méchante pour changer. Mais puisqu'avec les bons depuis 40 ans, on n'a que du malheur, donc avec la méchante, on aura peut-être du bonheur, mais pas au point de descendre dans la rue pour la méchante. Ce qui ferait des mouvements sociaux constitués, ce serait une espérance. Elle n'est pas là. Il n'y a pas une force dans le jeu politique qui dise « je me propose de mettre en œuvre les 15 premières lignes de la Constitution française ». Personne ne le fait. Si, je crois une petite force que vous dirigez. Mais ça n'est pas aujourd'hui quelque chose d'audible. C'est pas quelque chose qui va produire des mouvements différents de ceux des Gilets jaunes. Vous avez vu que les Gilets jaunes annonçaient dès le départ leur échec. On ne veut pas se structurer, on ne veut pas parler politique, on ne veut pas choisir de porte-parole, on ne veut pas de représentants. Pourquoi? Parce qu'ils vont trahir. Alors évidemment, c'est une période difficile parce que le Premier ministre leur dit « venez me voir », et alors à Nantes, où les traditions du mouvement ouvrier sont fortes, les Gilets jaunes, sous l'influence de forces politiques plutôt issues de la gauche ou de l'extrême gauche, disent « oui, on va se structurer, s'organiser, nommer des représentants ». Alors ils se structurent, ils s'organisent, ils nomment des représentants qui délèguent un gars pour aller voir le Premier ministre. Il passe l'après-midi avec le Premier ministre, il revient et il dit « il faut comprendre le Premier ministre, il faut arrêter. Cet homme-là, il fait ce qu'il peut pour le pays ». Alors ça a absolument, définitivement convaincu les autres qu'il ne fallait ni s'organiser, ni discuter, ni faire une vraie plateforme, etc. Donc on est dans une phase qui ressemble d'ailleurs à ce qui s'est passé entre 1740 et 1780 en France, c'est-à-dire des révoltes, mais qui se refusent à faire autre chose que de demander au souverain de défendre son peuple. Voilà. Et le souverain, il n'a pas envie de le faire. Malheureusement. Il y a une petite touche d'humour avec Idoubs qui écrit, il se demande si sur le tableau qui est sur la télévision derrière toi, c'est pas le petit Macron qui est au théâtre. Pas du tout, c'est un tableau beaucoup plus joli. Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup Gilles d'être venu sur notre matinale. Merci de m'avoir invité. Nous n'avons pas pu diffuser toutes les félicitations pour tes propos, particulièrement appréciés. En tout cas, encore une fois, merci et on sera ravis de te recevoir à nouveau pour
commenter l'actualité et apporter un peu de lumière et d'éclairage dans cette zone d'ombre dans laquelle nous sommes. J'essaie de dire des choses raisonnables, ce qui n'est pas l'habitude de nos médias. Et ce qui te rend remarquable, et c'est tout à fait étonnant d'entendre des choses raisonnables. Mais c'est à la portée de toute personne qui essaie de regarder les choses telles qu'elles sont. Ben oui. Mais c'est difficile. Visiblement, même, c'est déjà difficile de reconnaître qu'un djihadiste est un djihadiste. Donc, hein, on est quand même loin on est arrivé assez loin. Vous savez, c'est comme le cholestérol, les djihadistes. Il y a les bons et les mauvais. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon, merci beaucoup, Gilles, et très très bientôt sur cette onde, sur ces ondes, sur nos ondes qui ne cessent de croître, ou ailleurs. Bonne journée.